Un projet sur le point de se concrétiser. L'entreprise Verissima construit sa nouvelle usine à Rohrbach-les-Bitches sur un terrain de 18 000 m². Ce nouveau site de production a pour objectif de remplacer ceux de Götzenbrück et de Lemberg. Difficile de passer à côté de l'info, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin et nous avons voulu savoir s'il était possible de faire plaisir à sa moitié pour 20 € et à Sarreguemines cette mission est réalisable. Pour le constater, nous sommes allés dans différents commerces de la cité faïencière. Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui aussi, nous suivrons les pas de Marie-Morgane. Elle va nous proposer une nouvelle rencontre et une nouvelle découverte en immersion. Elle nous fera visiter la scierie Rimlinger de Montbronn. Qui sait aussi, peut-être que dans quelques années, elle nous présentera le fonctionnement de l'usine Verissima de Rohrbach-les-Bitches. Aujourd'hui, l'heure n'en est qu'aux travaux de préparation. Le chantier de cette nouvelle usine vient de démarrer sur un terrain de presque 18 000 m² à Rohrbach-les-Bitches. Émilie Hazel nous en dit plus. Verissima Industrie a lancé les travaux de ses nouveaux locaux pour un budget de près de 10 millions d'euros, dont 4 millions de matériel et de machines. Le but de ce chantier est de réunir les lieux de production de Götzenbrück et Lemberg sur un seul et même site et d'avoir plus de place. L'usine de 4 406 m² et les bureaux de 792 m² seront construits sur un terrain de 17 471 m² situé derrière le magasin Super U de Rohrbach-les-Bitches. Seront notamment installés des panneaux solaires sur les toits et un système de récupération d'eau. Le chantier devrait s'achever à la fin de cette année et d'ici 2028, une quinzaine de personnes seront recrutées. Après un premier échec au permis de conduire, il faut parfois attendre plusieurs mois avant de pouvoir repasser l'examen. Des délais de plus en plus longs qui s'expliquent entre autres par le manque d'inspecteurs et qui impactent directement les auto-écoles. Le point sur la situation avec l'auto-école Mario de Forbach, un reportage de Grégory Sebag. Créé en 1922, le permis de conduire est aujourd'hui plus que centenaire, avec des évolutions constantes et parfois déconcertantes. Les plus récentes, la possibilité d'obtenir son permis à 17 ans, la libéralisation de l'examen du code de la route qui permet par exemple de le passer à la poste, et depuis un peu plus d'un an, un nouveau système de réservation des places d'examen par une plateforme numérique baptisée Rendez-vous permis. Des changements qui ne sont pas sans conséquences directes pour les candidats, mais aussi pour les écoles de conduite. Aujourd'hui, on doit réserver des places d'examen. Donc, tous les mardis matins à 10 h sur la plateforme, on peut retrouver des places d'examen, mais c'est tout le monde en même temps à 10 h. Et c'est compliqué d'avoir les places d'examen telles qu'on les souhaite. Par exemple, dans l'ancien système, on avait des places, on avait 4 places pour une matinée. Aujourd'hui, on peut avoir 4 places, mais une à 8 h, une à 11 h, une à 14 h et une à 16 h. Ce qui fait que ça prend une journée pour faire 4 places, alors qu'avant, 2 heures suffisaient. L'autre inconvénient, c'est que quand on a les places d'examen, on doit également donner les noms. Ce qui fait que, aujourd'hui, si j'ai les places d'examen qui me sont attribuées, je dois mettre des noms, mais les places sont dans 6 semaines. Donc aujourd'hui... ce qui fait que quand un élève est prêt, au minimum, il doit attendre 6 semaines avant de pouvoir passer. Ce qui fait que pendant 6 semaines, il ne fait rien. Et donc, il perd un peu de son savoir-faire. Ce qui fait que les délais d'examen maintenant sont allongés, donc qui sont de 4, 5, 6 mois parfois, pour qu'on puisse repasser. Une modernisation et des délais parfois très longs qui masquent un problème récurrent, le manque d'inspecteurs. Une situation qui impacte fortement les auto-écoles dans leur organisation, mais aussi dans leur relation avec les élèves clients. C'est nous qui sommes, comme vous dites, en première ligne devant l'élève client ou les parents qui, eux, à leur époque, c'était pas comme ça et ils ne comprennent pas qu'aujourd'hui ce soit autrement. Mais enfin, comme tout le monde le sait, la société a évolué, l'intelligence artificielle fait son entrée dans tous les domaines, y compris pour le code de la route et pour la conduite. Donc voilà. Mais le contact qu'on a, c'est avec le secrétariat de l'auto-école qui parfois doit ménager la chèvre et le chou et puis doit se prendre les réclamations
en face. Il y aurait éventuellement une place de disponible à Sarreguemines le 8 mars, mais bon, c'est une place. Ouais. Du coup, c'est pas évident pour faire des modules de travail avec les élèves. Pour pallier le rallongement de ces délais, les auto-écoles s'adaptent et proposent des solutions. Ils orientent notamment les élèves vers la conduite supervisée, un dispositif proche de la conduite accompagnée, mais plus flexible et moins contraignant. Une manière de ne pas perdre la main en attendant l'examen. Voilà, moi, si j'ai un conseil à donner à quelqu'un, c'est de venir suivre la formation. Ensuite, quand il a atteint le niveau minimum pour pouvoir conduire sur la route, partir en conduite supervisée avec un parent, quelqu'un qui a plus de 50 permis de conduire, ce qui lui permettra d'être vraiment prêt et d'être vraiment au top au moment de l'examen. Et plus on est au top, et moins le stress rentre en ligne de compte. Les professionnels espèrent une amélioration de la situation et une évolution du système qui prenne davantage en compte les préoccupations du terrain. C'est l'annonce phare d'Emmanuel Macron lors du sommet sur l'IA à Paris. Il souhaite que la France investisse 109 milliards d'euros dans l'intelligence artificielle, une réponse au projet Stargate de Donald Trump, évalué lui à 500 milliards. Le Grand Est et la ville de Metz sont concernés, comme va nous l'indiquer dans ce reportage Jonathan Vaucher. D'ici à 2030, le pays veut 35 nouveaux data centers, dont 7 dans le Grand Est. Le but, entraîner l'intelligence artificielle en permettant aux ordinateurs de travailler en continu 24 heures sur 24. Les data centers sont des outils industriels dans lesquels on va venir mutualiser des infrastructures numériques pour optimiser notamment des consommations énergétiques, ce qui est vraiment le levier, notamment dans le cadre de l'IA, puisqu'en fait l'IA a besoin d'aller dans des infrastructures numériques de haute densité. C'est-à-dire qu'on va devoir lui amener plusieurs dizaines de mégawatts jusqu'à des gigawatts pour les nouveaux projets mis en place pour permettre l'exploitation de modèles de calcul qui va vraiment servir à entraîner l'IA. Par exemple ici, dans le plus grand centre de la région, il faut 2,4 mégawatts pour faire fonctionner l'informatique et son refroidissement. Dans ce bâtiment ultra sécurisé, on traite les données d'une cinquantaine de clients sur 690 mètres carrés de baies informatiques. Plus de centres, cela signifierait plus de projets et donc une indépendance face aux grandes puissances mondiales. C'est une très bonne chose puisque dans les enjeux technologiques actuels, l'IA sera la prochaine grande évolution et les pays qui seront dominants auront un réel avantage sur les pays qui ne le seront pas du tout. Et nos voisins, que ce soit américains, chinois ou indiens, investissent très fortement. Donc c'est important qu'en Europe on sache le faire et en France qu'on soit moteur de l'Europe. Le centre messin met actuellement en place une nouvelle technologie de refroidissement afin de pouvoir accueillir à terme son premier projet de calcul d'IA. Plus de légèreté à présent avec un sujet qui fait vibrer les cœurs, la Saint-Valentin. Et il n'est pas trop tard pour chercher un cadeau pour la fête des amoureux. Si vous n'avez pas d'idée, nos journalistes sont allés à la rencontre des commerçants de Sarreguemines pour savoir ce qu'ils proposent. Regardez. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à Sarreguemines. Et nous, ce qu'on veut savoir, c'est si on parle encore d'amour ici. Allez, suivez-moi. Qui dit 14 février dit Saint-Valentin. Mais avez-vous déjà trouvé le meilleur cadeau pour votre Valentin ou votre Valentine? L'objectif, trouver un cadeau adapté pour moins de 20 €. Là, on a le canard avec du chocolat noir. C'est marqué tu me fais vibrer, qui est à 15 €. Et après, on a le petit mendiant du coup, qui est en dessous du lait et après au-dessus du noir. Et après avec des petites noisettes, des petites crottes télé quoi, et des pistaches, qui est à 22. Grâce à Rachel, j'ai pu trouver mon bonheur. Des petites culottes blanches pour la modique somme de 19 €. Et ça rentre parfaitement dans notre budget. Ou si jamais, pour les plus audacieux, les plus intéressés, avec d'autres motifs qui sont malheureusement un tout petit peu plus chers, mais un chouïa, de quoi faire plaisir à mesdames. Je pense que pour notre Valentin ou notre Valentine, un beau bouquet de fleurs, c'est pas mal non plus. T'en penses quoi? Allez, on y va? À 13,99 € avec une fleur de savon et un cœur pour représenter l'amour.
Et à l'intérieur, vous avez une pipette d'eau. Au moins, pas besoin de la remuer. Ça, c'est pratique. Hop, c'est pas mal. Je pense que madame elle sera ravie avec ça. C'est pas mal. Avec un bouquet en rose de savon et fleurs séchées. Ça, c'est un amour éternel. Ça fane pas. C'est parfait. Et comme pour la Saint-Valentin, aucun plaisir ne se refuse. Nous voilà ici aujourd'hui pour trouver un petit cadeau un peu exceptionnel. C'est pas mal quand même le château, hein. Il est beau, hein. Et comme vous êtes beau à Sarreguemines. Parce que vous l'avez bien vu avec nous pendant cette petite minute, qu'à Sarreguemines, on peut célébrer l'amour pour 20 €. Et oui, ça fait plaisir. Allez, bonne journée et bonne fête de l'amour à tous nos Valentins et nos Valentines. Merci Pierre. Notre reporter de choc avec ses compères Anna et Noah a poursuivi son enquête. Ils sont venus à votre rencontre pour connaître précisément vos goûts en matière de cadeaux. Quel est le plus beau cadeau que vous pourriez offrir pour la Saint-Valentin? L'anti-cadeau. L'anti-cadeau? Oui. Pourquoi? C'est-à-dire, il n'y a pas de jour pour faire la Saint-Valentin. Ça doit se fêter tous les jours, l'amour. L'amour doit se fêter tous les jours dans notre beau monde qui est... La Saint-Valentin. Le 14 février. Moi-même. Non, je rigole. Je sais pas, le plus beau des bouquets de fleurs. Je pense que, étant donné que je suis une grande lectrice, la chose qui me fait vraiment très plaisir, c'est de recevoir des livres avec des histoires d'amour, de la romance, et voilà. Et voilà, chacun ses goûts, il faut adapter chaque cadeau à chaque personne. Le tout est de bien choisir en prenant en compte la personnalité de son Valentin ou de sa Valentine. De mon côté, cette année, c'était une paire de chaussures pour ma chérie que j'aime. On enchaîne tout de suite avec la météo. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Bonjour tout le monde, c'est une très belle journée ensoleillée qui nous attend pour demain. Le ciel sera complètement dégagé et le soleil régnera en maître. Côté température, en revanche, les minimales seront bien plus fraîches avec -2 à -5 degrés. Les maximales iront de 5 à 6 degrés. Demain, nous fêtons les Claudes et il fera jour de 7h43 à 17h55. Passez tous une belle journée et un excellent week-end. Pourquoi avoir choisi le nom La Passion de l'audition ? À La Passion de l'audition, nous sommes passionnés par notre métier, mais pas que. Nous intervenons aussi bénévolement pour des missions nationales et internationales. Et en plus, nous sommes membres actifs de l'association Audition Solidarité depuis plus de 15 ans. Vivez la montagne en toute sécurité. Sur les pistes, maîtrisez votre vitesse. Faites attention aux autres skieurs. À l'arrêt, placez-vous en bord de piste. Écoutez les conseils des professionnels. Et en cas d'urgence, sachez que le numéro des secouristes est inscrit sur le plan des pistes. Cet hiver, sur les pistes, adoptez les bons réflexes pour glisser en toute sécurité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sport.gouv.fr, rubrique Prévention hiver. C'est le moment de partir en immersion. Aujourd'hui, Marie-Morgane nous embarque dans les coulisses de la scierie Rimlinger à Montbronne, une entreprise familiale. C'est parti. Bienvenue dans cette nouvelle émission en immersion. Aujourd'hui, j'ai voulu comprendre le fonctionnement d'une scierie. Pour cela, je me suis rendue à Montbronne, à la scierie Rimlinger. Je vais tout de suite rejoindre Stéphanie. Avec elle, on va suivre le parcours du bois. Suivez-moi. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir dans la scierie qui a une belle histoire familiale, je crois, ici. Elle existe depuis quand, cette scierie ? Alors on est implanté ici depuis les années 70, mais on a commencé à scier du bois dans les années 30, 40, ces environs-là. Ok, bon, on pourra parler de toute cette belle histoire au cours de l'émission. Moi, ce que je voulais déjà savoir, c'est quand le bois arrive, quelle est la première étape ici ? Eh bien, je vais te montrer. Je te suis.
ici, c'est dans le parc à Grumes, c'est ça? C'est ça. C'est là que les troncs d'arbres arrivent en premier chez vous? Exactement. Donc il y a le grumier qui vient et qui nous ramène les grumes. Donc nous on scie essentiellement, donc ça c'est un Douglas. Donc on scie du Douglas et de l'épicéa. C'est des arbres qu'on achète environ 30 km autour de la scierie, donc c'est un circuit extrêmement court. Donc c'est du circuit court, donc ils viennent des alentours. C'est important ça pour vous justement d'avoir du bois, de travailler avec du bois local? Oui, c'est vraiment dans une démarche aussi écologique. Et nous on va toujours en forêt voir les bois avant de les acheter. Et ça c'est important pour nous. Et c'est pour ça qu'on reste aussi dans un rayon très limité pour pouvoir nous permettre de contrôler la qualité des bois. Donc vous les choisissez finalement les arbres, les bois en tout cas? Oui, on choisit des lots, disons voir, en fonction de la qualité. Ok. Et en termes de quantité, il y a combien de quantités qui arrivent? Est-ce que c'est un approvisionnement toutes les semaines, tous les jours? On peut en avoir environ 2 grumiers par semaine environ. Mais on achète à peu près 2000 m3 à l'année. Okay. Environ entre 2000 et 2500, ça dépend des années. Voilà. Ok. Et donc du coup, une fois que les troncs sont là, ils passent à cette machine, c'est ça? Voilà. Qu'est-ce que c'est? Donc en fait, c'est une machine qui nous permet de couper les grumes en longueur. Donc, nous, on sélectionne les grumes en fonction des diamètres, en fonction de ce qu'on veut sortir dedans. Et ensuite, on va les couper en longueur parce qu'on les reçoit en barre de 18 mètres. Et donc du coup, si on veut des poutres de 5 mètres, on va couper 5 mètres. On a des chariots qui sortent, des chariots verts là-bas. Et en fait, on les pose dessus et après, on pousse le chariot à l'intérieur. Voilà. Ok. C'est pour faciliter le transport. Pour pouvoir rentrer les grumes en fait dans la scierie. Tu veux jouer un peu? Ah bah avec plaisir. Allez hop. On va essayer. Hein. J'ai jamais conduit. Attends. Ah merde, c'est des pédales. C'est des pédales. Donc tu as les pédales, avance, recule, que tu viens de découvrir. Ok. Ensuite, tu vas super doucement avec celle-là. Ouais. Tu fais juste bouger celle-là et celle-là d'avant en arrière. Là, tu descends. Il faut que tu essaies de la prendre au milieu. Ok. Donc, tu fais dans l'autre sens. Vas-y. Fais juste avant-arrière avec, pas gauche-droite. Ok. Sinon c'est trop compliqué. Recule maintenant un tout petit peu le chariot. Voilà. Derrière le talon. Voilà. C'est assez sensible. Hein. Descends maintenant, le mât. Ferme. Je reste appuyée? Ouais. Et voilà. Ok. Et là, je peux remonter? Voilà. C'est celle-là comme ça? Cool. Une fois le bois arrivé à destination, place à la coupe et je rejoins Bernard Rimlinger. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place la scie? Je suis en train de mettre en place les lames dans la scie, dans le multilame. Et ça, c'est une machine qui a du vécu déjà? C'est une machine qui a 62 ans cette année. Ah oui, et elle fonctionne toujours aussi bien? Elle fonctionne, oui, c'est, je ne veux pas dire archaïque, c'est d'une autre époque, mais il n'y a pas d'électronique, il n'y a rien, et ça fonctionne très bien. Donc là, on est un peu dans les coulisses de la machine. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment elle fonctionne? Exactement, donc là, c'est une machine qui est alimentée à l'électricité, donc nous avons un moteur, le moteur principal, qui actionne un certain nombre de courroies qui vont faire tourner la machine et permettre aux lames de monter et de descendre. Voilà, pour scier le bois. Ça demande un entretien particulier, ce type de machine? Justement, vous elle tient depuis 62 ans. Oui, mais un bon graissage, c'est très important. Mais à part ça, il n'y a pas d'entretien spécifique, pas énormément en tout cas d'entretien sur ce genre de machine. Alors c'est une entreprise familiale ici, on a vu ton papa, mais elle a été fondée par ton grand-père, c'est ça? Oui, elle a été fondée par mon grand-père. En fait, c'est même mon arrière-grand-père qui a acheté la première scie. À l'époque, ils avaient le moulin qui est dans la vallée de Montbronn, au Hernehof. Et donc, lui, il avait acheté une scie de marque Marioni. C'était une scie avec une seule lame et qu'ils avaient couplé à l'époque même sur la roue à eau. Et puis, par la suite, ils l'ont mis à l'électricité et c'est mon grand-père et son frère qui ont racheté ici le terrain militaire du dépôt de munitions.
et qui sont installés là, sur ce site. Ok, c'est eux qui ont tout construit ici Ah ben, c'est eux qui ont commencé à construire. Et après, mon père a repris l'entreprise dans les années 93 ou 94. Et maintenant, cette année, on a repris avec mon frère. Ok. Et toi, tu as un peu grandi ici, vu qu'il y avait ton père, ton grand-père qui travaillaient ici. Tu venais régulièrement? Ah oui, moi je venais régulièrement, surtout pendant les vacances scolaires, aider à nouer des lattes ou d'autres choses, des petites tâches comme ça. Et puis au fur et à mesure, je me suis installée un petit peu plus. Et c'était une évidence justement de rejoindre l'entreprise familiale? Oui. Tu voulais pas faire autre chose Ah, la question s'est pas posée, alors, voilà. Et du coup, tu as fait des études spécifiques pour l'intégrer ou tu t'es formée ici Alors moi, j'ai pas fait d'études du tout dans le bois. J'ai fait un BTS d'assistante de gestion, ce qui me permet de faire tout ce qui est administratif et de gérer tout ça. L'une des prochaines étapes, c'est l'affûtage. En quoi ça consiste? Alors, l'affûtage, ça consiste à aiguiser les lames pour les rendre plus coupantes. Voilà. Ok, ça marche. Voilà. Et du coup, c'est aussi une vieille dame, celle-ci, tu m'as dit, la machine. Oui, alors cette machine-là, elle date de 1975, mais elle fonctionne très bien. Voilà. Ok, donc du coup, tu vas me montrer un petit peu comment ça fonctionne? Mais avant ça, on va se protéger. On met le casque? On met le casque. Donc là, je vais déjà commencer par changer la lame, puisque celle qui est dessus est affûtée. C'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement? On va dire qu'on les affûte quasiment tous les jours. Ok. Donc c'est quand même régulier. Là, on est dans l'atelier de charpente. Qu'est-ce qui s'y passe ici? Alors ici, on a le bureau qui nous permet de dessiner toutes les charpentes en 3D et de recevoir les clients pour pouvoir valider les charpentes en fait. On a une épure qui nous permet de dessiner encore les charpentes à la main et de percer les charpentes. Et on a la commande numérique qui nous permet de tailler les charpentes. Ok. Et vous avez quel type de clientèle qui vient chez vous? Est-ce que c'est plutôt des particuliers pour construction de maisons ou des professionnels? Alors on travaille avec des particuliers, mais aussi avec des professionnels comme des couvreurs ou des architectes. Ou des maçons aussi. Donc là, explique-moi un petit peu comment ça fonctionne. Donc nous, on crée des plans en 3D et chaque pièce est numérotée sur ce plan avec une dimension et une section. On va rentrer dans la machine le bout de bois qui a la bonne section et la bonne longueur et la machine va la tailler. Ok, donc c'est relié à la machine là, c'est ça? Tout à fait. En train d'assembler un mur en ossature bois pour une maison pour un particulier. Voilà, donc maintenant ils vont recouvrir avec une couche OSB. On les préassemble en atelier et après on va les installer et poser les murs sur le chantier. Ok, du coup là c'est une maison que vous allez faire entièrement en bois de A à Z. C'est ça, enfin de A à Z. Nous on fait l'ossature, on fait la charpente et après il y a un couvreur qui doit venir pour mettre la couverture. D'accord. Et du coup, tu me l'as dit, vous allez là vous la préassembler pour ensuite la remonter sur place, parce qu'on ne peut pas la déplacer comme ça. Bon, on livre les murs entiers comme ils sont posés là. Et du coup, c'est très rapide après sur place à la mettre, mettre en forme. Une maison en ossature bois, après une fois sur place, on peut l'assembler en 2, 3, 4 jours. Donc du coup là il faut clouer l'OSB, c'est ça? Voilà, l'objectif en fait c'est même d'agrafer l'OSB sur les montants en bois. D'accord. C'est encore une machine que j'ai jamais utilisée. Hein. Oh, ça n'a rien de compliqué. Voilà. Tu veux essayer? Vas-y. Il faut que je continue là sur la lignée. Tu tiens la gâchette et tu verras que quand tu vas toucher l'OSB, il y a la grafe qui va partir. Ok, donc là je tiens déjà là? Ou... Ouais, aussi. Tape. Oula, j'en ai mis 2 je crois. Faut que j'en remette encore une là? Ouais, mais mets-en un peu plus de ce côté-là, parce que tu vois le montant, il est là. Donc en fait, il faut suivre une... Je remets là?
Vas-y, tape. Nickel. J'espère que la maison va tenir, hein. Sinon... Oui, ça ira bien. Tu l'as dit avant, c'est une entreprise familiale, mais il y a d'autres personnes aussi qui travaillent ici. Au total, vous êtes combien? Alors au total, on est 7. Donc du coup, il y a 3 personnes en Syrie qui sont gérées par mon père, qui est compté dans les 3 personnes. Il y a mon frère et 2 personnes en charpente, et il y a moi. Voilà. Une bonne équipe. Une bonne équipe. Est-ce qu'il y a des projets que vous avez menés qui t'ont marqué? Des projets qui m'ont marqué, on a eu un projet en Suède qui était très intéressant et c'est un peu de l'exceptionnel. C'était quoi? C'était un abri, un grand hangar en fait pour un client qui a vraiment insisté pour qu'on fasse le chantier et qui voulait vraiment qu'on le fasse. Donc on est parti et on a envoyé le bois du Pays de Bitche en Suède. Ok, il voulait vraiment le bois du Pays de Bitche, c'est ça? Voilà, il voulait nous et personne d'autre, donc on a dû répondre à la demande. Et est-ce qu'il y a d'autres projets à venir qui s'annoncent intéressants? Oui, bien sûr. On a la maison de l'homme et de la nature à Sturzelbronn qui va être fait. On a un gros chantier au Luxembourg et énormément de petits chantiers de particuliers à faire. Stéphanie, qu'est-ce qui te plaît toi au quotidien dans ton activité ici? Alors moi, dans mon métier, dans ce que je fais ici, c'est très diversifié. Ça veut dire que je fais autant du travail de bureau, que je peux donner un coup de main en scierie ou je peux donner un coup de main en charpente. C'est toujours intéressant. Et puis le fait d'être au grand air et puis le contact avec les clients aussi. Et en famille en plus. En famille, oui, c'est important. Hein. C'est une force de pouvoir travailler avec son père et son frère dans la même entreprise. En tout cas, je te remercie de m'avoir fait cette petite visite guidée de la scierie familiale. Eh ben, avec plaisir. C'était vraiment super intéressant. Merci aussi à vous de nous avoir suivis et je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure en immersion.